Et bienvenue à vous tous pour cette édition spéciale consacrée à la situation en Russie. Pour cette édition spéciale et pour nous accompagner sur France 24, le général Trinquant et Elena Volochine, ancienne correspondante à Moscou. Et puis nous irons à Moscou également retrouver notre correspondant Julian Colling. Voilà les trois intervenants, les trois invités pour cette édition spéciale, ainsi que notre envoyé spécial à Zaporijia en Ukraine. La faiblesse de la Russie est évidente. Réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky après l'entrée en rébellion du chef de Wagner, Evgeny Prigojine. Le président russe Vladimir Poutine assure que les traîtres seront punis. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, appelait à l'insurrection contre les chefs de l'armée russe. Il les accuse d'avoir bombardé ses hommes. Sur le terrain, les combats actuellement continuent près de Voronej. Un dépôt pétrolier serait en flammes. Des hélicoptères auraient ouvert le feu sur un convoi, le convoi de mercenaires russes Wagner qui a passé la ville de Voronej, selon une source de Reuters. Et les autorités de la région de Lipetsk, à plus de 400 km de Moscou, elles appellent les habitants à rester chez eux et à ne pas sortir de leur maison, sauf nécessité. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin. Il a mis en garde Evgeny Prigojine et il dénonce une trahison dans un discours télévisé. On l'écoute. Je m'adresse aux citoyens de la Russie, à nos militaires, au personnel des organes de maintien de l'ordre et des services spéciaux, à tous les combattants qui sont actuellement sur le front et qui se battent contre l'ennemi, qui sont héroïques en sachant ce qui s'est passé, encore une fois, cette nuit. Moi, j'ai parlé au commandement cette nuit. Je m'adresse à tous ceux qui ont été dupés pour entrer dans cette aventure criminelle. La Russie, aujourd'hui, mène une lutte très dure pour son avenir. Elle se bat contre les nazis. Aujourd'hui, contre nous, toute la machine de l'Occident, la machine militaire et la machine d'information. Nous luttons pour la vie de nos citoyens, pour le droit de rester la Russie, un pays qui a 1000 ans d'histoire. Aujourd'hui, c'est le combat décisif pour notre pays. On a besoin d'unir toutes nos forces. On a besoin d'être responsables. Il faut laisser de côté tout ce qui nous désunit et tout ce qui nous affaiblit, parce que nos ennemis extérieurs peuvent en profiter pour nous affaiblir de l'intérieur. Donc, tout ce qui est destiné à nous désunir, c'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le dos. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'issue de la Première Guerre mondiale. On a volé la victoire de la Russie. Et les différentes dissensions dans le dos du peuple ont conduit au démantèlement du pays, à la perte de grands territoires. Et comme suite à la tragédie de la guerre civile, les Russes ont tué d'autres Russes, les frères ont tué des frères. Et cela a profité aux différents aventuriers politiques qui ont déchiré le pays en morceaux. Nous ne permettrons pas de répéter la même chose. Nous allons protéger notre État et notre peuple de tous les dangers, y compris nous protéger contre la trahison intérieure. Ce que nous avons observé, c'est une trahison intérieure. Les grosses ambitions personnelles ont conduit à la trahison de son pays et du peuple. Et d'ailleurs, les combattants de Wagner ont combattu à côté de l'armée. Les héros ont libéré Artyomovsk, les villes du Donbass. Ils ont combattu, donné leur vie pour la Novorossie, pour l'unité du monde russe. Donc, ces personnes qui ont organisé la mutinerie ont trahi ces soldats. Ils poussent le pays à la défaite et à la capitulation. Je répète, toute mutinerie intérieure est une menace mortelle pour notre pays.
pour notre État et pour notre nation. C'est un coup porté à notre nation et à notre peuple. Et nous allons protéger notre patrie contre cette menace. Nous allons être durs. Tous ceux qui ont choisi cette voie de trahison, qui ont préparé cette mutinerie armée, qui ont utilisé ces moyens terroristes, vont répondre devant la loi. Ils vont être punis et ils vont répondre également devant le peuple. Les forces armées et les différentes institutions étatiques ont reçu leurs ordres. Des mesures supplémentaires antiterroristes sont introduites à Moscou, des régions de Moscou et dans d'autres régions. Nous allons également entreprendre des actions décisives pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don. La situation reste difficile. Le travail de la gouvernance civile et armée est bloqué. En tant que président de la Russie et le commandant en chef des armées, en tant que citoyen russe, je vais faire tout mon possible pour défendre mon pays, pour défendre l'ordre constitutionnel, la vie et la sécurité et également la liberté des citoyens. Celui qui a organisé cette mutinerie armée, qui a retourné les armes contre les frères de combat, a trahi la Russie, il va répondre pour cela. Et ceux qu'on appelle à entrer dans ce crime, je les appelle à arrêter de participer dans ces actions criminelles, à faire le bon choix. Je suis sûre que nous allons préserver et nous défendrons ce qui est sacré pour nous. Et avec notre patrie, nous allons dépasser toutes les épreuves, nous deviendrons encore plus forts. Voilà pour cette allocution du président russe ce matin à la télévision. Général Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Est-ce que vous avez des informations sur l'importance de cette tentative de coup de force menée par Evgeny Prigojine ? Alors les informations que j'ai, comme les vôtres, sont des informations ouvertes. Ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités russes, voire de chefs russes, qui sont plutôt du côté de Prigojine. On voit à Rostov M. Prigojine en train de discuter avec le vice-ministre de la Défense et un responsable du renseignement. Discuter, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas saisi. Ça, c'est la première chose. Il y a des unités qui ont été identifiées, en particulier, non pas à Rostov, mais à Voronezh, des unités russes qui auraient rejoint le mouvement de Wagner. Donc voilà l'importance que ça peut prendre. Je pense que de toute façon, ça a une importance considérable dans deux domaines. D'abord parce que pour que le président Poutine prenne la peine de parler très tôt ce matin dans les termes qu'on vient d'entendre, c'est que les choses sont à prendre très au sérieux. Et même si Prigojine... C'est plus grave qu'il n'y paraît. Oui, même si Prigojine critique toujours Shoigu et Gerasimov, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées, et pas le chef de l'État. Même ça, on sent bien que le président Poutine prend les choses au sérieux. D'ailleurs, tout de suite à Saint-Pétersbourg, le siège de Wagner a été fouillé par les services de sécurité, ainsi que les différents lieux qui appartiennent à Prigojine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout ceci arrive au moment où l'Ukraine lance son offensive. Et imaginez le soldat russe qui est dans sa tranchée, qui attend les Ukrainiens face à lui, et qui se dit « mais derrière moi, il se passe des choses, et ça se passe pas très bien ». Ça peut déstabiliser moralement les unités russes qui sont au contact. Donc je pense que ces deux effets, à la fois le pouvoir russe et l'armée russe, sont des éléments extrêmement déstabilisants. Alors on ne sait pas où ça en est. Dans les heures qui viennent, on aura probablement plus d'informations. Mais je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi bien dans l'environnement de l'offensive ukrainienne que globalement dans la guerre des chefs, si j'ose dire, qui se déroule depuis des mois. Oui, d'ailleurs, je vous interrogerai, Elena Voloshin, mais elle se déroule depuis des mois et on ne comprend pas bien pourquoi, parce que les escarmouches et les tensions, elles sont là depuis bien des mois entre Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine. Pourquoi il a laissé faire? Pourquoi il a mis tant de temps à réagir? C'est le problème un peu, à mon avis, du lien extrêmement trouble entre le président Poutine et Prigojine. C'est vrai qu'il le laissait beaucoup faire. Alors ça permettait de jouer, vous voyez, entre les extrêmes, les gens plus pacifistes, et le président, il est au milieu de tout ça et c'est lui qui régule. Seulement le problème, c'est que est-ce que Prigojine, d'un seul coup,
comme on dit vulgairement, mais je parle comme Prigojine, là, a pris le melon et d'un seul coup s'est dit, moi, je peux y arriver. C'est pas impossible. Et puis, il a peut-être eu des contacts au sein de l'armée d'un certain nombre de gens qui lui ont dit, Shoigu, ça commence à bien faire, ça fait 1 an et demi qu'il nous a mis dans la panade, il faut qu'on fasse quelque chose. Et lui, prenant ses méthodes habituelles, dit, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper et on va prendre les choses en compte. Et il y a des militaires russes qui pourraient faire sécession ou pas? D'autres militaires russes? D'autres unités l'ont fait. Il semblerait qu'il y ait des unités qui, voyant Wagner, ont déposé les armes et ont dit ça n'en passe pas. Quelque chose qui est frappant aussi, je trouve, dans les images qu'on voit, c'est la passivité de la population. La population regarde les chars, regarde les Wagner et ne bouge pas. Vous voyez, c'est pas Prague 1968 où la population montait sur les chars en disant arrêtez. Non, là, on a une passivité totale. Alors après le discours, les gens disent le président va être le garant de la stabilité russe. C'est peut-être l'effet obtenu, en fait. C'est que le président se remette au niveau, puisse prendre des mesures, parce que les mesures antiterroristes à Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est pas n'importe quoi. Ce sont les forces de sécurité qui c'est pas l'armée, les forces de sécurité. Et le président se place comme un stabilisateur et comme le seul qui peut essayer de régler les choses en Russie. S'il arrive à contrôler la situation, parce que visiblement, Elena Voloshin, vous êtes notre ancienne correspondante à Moscou, est-ce qu'il a vraiment la maîtrise de la situation en ce moment, Vladimir Poutine? Est-ce qu'il n'est pas affaibli? Et est-ce que vous pouvez bien nous confirmer cette prise de contrôle de l'aérodrome de Rostov par Prigojine? Et quelle est son importance stratégique? Il dit que ça s'est fait sans un coup de feu. Alors, sur le contrôle de la situation par Vladimir Poutine, la situation est extrêmement volatile, il faut vraiment en avoir conscience. Sur ce qui se passe à Rostov en ce moment même, c'est assez intéressant et je vais revenir sur le soutien ou pas de la population et les défections militaires. Sur cette séquence que vous avez évoquée ce matin, je me permets d'apporter une précision. Il est rentré dans le QG, la base d'où est contrôlée, en fait, d'où sont contrôlées les opérations, voilà, la base du commandant suprême d'où sont contrôlées les opérations en Ukraine. Il s'est entretenu avec le vice-ministre de la Défense et un général qui, hier, appelait à faire allégeance, à maintenir allégeance à Vladimir Poutine. Et Younoussbek Yevkourov n'avait manifestement pas l'air ravi que Prigojine soit là. Donc, le fait qu'il ait pris le contrôle de cette base ne signifie pas qu'ils se sont rendus. Ils ont très bien pu aussi être arrêtés manu militari. Et c'est d'ailleurs très, très fortement plausible par rapport à leur prise de position et à leur soutien annoncé à Vladimir Poutine qu'ils annoncent avoir maintenu. Par rapport à l'aérodrome et au contrôle, en fait, tout simplement de la ville, finalement, de Rostov militairement, puisque ce sont les militaires aujourd'hui qui sont en contrôle ou pas, puisqu'on est dans une situation martiale, un état de guerre, en fait. Il semblerait que oui. Parce que de toutes les images que l'on voit, évidemment, il n'y aura aucune information officielle, puisqu'on est dans le cadre d'une tentative de déstabilisation. Donc, il ne faut pas compter sur les communiqués, ou du moins pas faire confiance aux communiqués officiels qui nous diraient que le contrôle est là ou pas, puisque le Kremlin dit que ce n'est pas le cas, mais l'évidence semble nous montrer l'inverse. Donc, manifestement, ils ont pris le contrôle de Rostov. Sur l'attitude de la population, oui, vous le mentionniez tout à fait, on voit des gens qui sont même quasiment presque amusés parce qu'ils ne voient pas de combat actif. On a eu un petit mouvement de panique dans les rues lorsqu'il y a eu une explosion, ou en tout cas où ils ont entendu une explosion qui semblait provenir du QG, mais on en est encore pour eux au stade où ça ne paraît pas très sérieux bizarrement, et nous, cela nous paraît incroyable parce qu'on voit cette situation comme extrêmement sérieuse, mais aux Russes à l'intérieur de la Russie qui perçoivent toujours les événements à travers ce prisme de propagande et ce vernis dogmatique qu'on a imposé à leur cerveau après des années de mythes dans lesquels les a plongés la Russie de Vladimir Poutine, ils ont tendance à voir ces événements un petit peu différemment. On voyait des gens apporter des bouteilles d'eau, des biscuits aux combattants de Wagner là, sur les réseaux sociaux en disant c'est pas qu'on les soutient ou qu'on les soutient pas, mais ils ont peut-être juste soif, on va leur donner des bouteilles d'eau. Et puis on voit aussi sur ces images les combattants de Wagner qui prennent beaucoup de précautions avec la population, qui leur disent gentiment non, ne filmez pas ce char. On voit le combattant gentiment dire, enfin en tout cas il
il ne le repousse pas, la personne qui essaie de, voilà, on le voit à l'image, de prendre en photo ce tank. Moi qui ai travaillé en Russie, dans une situation comme ça, normalement, avec l'armée ou les forces de sécurité, ou etc., ils ne vous repoussent pas forcément physiquement, mais même en zone de guerre, hein, aussi, pareil, lorsque j'ai travaillé dans le Donbass, c'est vous ne filmez pas, et c'est un ordre, et limite, ils vous pointent la Kalachnikov sur vous. Donc là, ils prennent beaucoup de précautions parce qu'ils veulent s'allier le soutien de la population. On voit aussi d'autres images assez surréalistes. On a des balayeurs la population, elle est informée de ce que dit des déclarations de Prigojine ? Ça, c'est toute la question. En tout cas, sur les chaînes de télévision, à aucun moment, ils n'ont montré les déclarations de Prigojine ou même Prigojine lui-même. Donc, en fait, ils ont, à travers leur chaîne de télévision, la connaissance théorique d'une situation qu'on ne leur montre pas. La seule chose qu'ils voient, ce sont les présentateurs de la télévision russe ou alors même un dignitaire du monde de la culture qui vous montre un film sur les combattants indépendantistes tchétchènes dans les années 90 en disant voilà, c'est terroriste. Ou par association, les Russes doivent se douter qu'en ce moment, il y a une rébellion qui ressemblerait à celle-ci, mais ils ne la voient toujours pas. Donc on leur montre des images d'archives. Donc tout est fait pour ne pas leur montrer, pour maintenir ce prisme de l'anti-réalité, de la contre-réalité, en fait une réalité qui est complètement théorique et qui reste théorique dans l'esprit des Russes, afin qu'ils ne la perçoivent pas directement à travers leur rationalité, mais qu'ils laissent parler leurs émotions pour dire, voilà, comme vous le disiez, Vladimir Poutine, c'est le sauveur, il garde le contrôle de la situation, tout est sous contrôle. Mais comment se fait-il que ce convoi de mercenaires russes Wagner ne soit pas déjà stoppé ? Écoutez, c'est la question. Alors, d'abord, on a probablement un retard sur l'information, hein, comme toujours. On est décalé dans les heures qui se passent. Et puis, ça se passe très vite. Et puis, il ne faut pas s'imaginer que c'est Rostov-Moscou par la route. Voronezh, c'est probablement des unités qui étaient à Voronezh. Il y a d'autres unités qui ont franchi la frontière à d'autres endroits, dans lesquels ils signalent d'ailleurs que les gardes frontières les ont laissés passer sans aucun problème. Donc, tout ceci se passe dans un espèce de... À mon avis, à la fois parce que, comme cela vient d'être dit, les médias officiels n'en parlent pas, à part, bien sûr, l'intervention du président, mais ils ne le montrent pas, donc les gens restent un petit peu dubitatifs sur ce qui se passe, ils ne savent pas trop. Et puis, pour les armées, c'est un peu la même chose. Il y a probablement une désorganisation dans les systèmes, parce que je pense que... D'ailleurs, c'est intéressant de voir le grand allié de Prigojine, le général Surovikin, a tout de suite pris position en disant à Prigojine qu'il ne fallait pas se rebeller, qu'il fallait, etc., etc. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que Prigojine n'ait pas contact avec un certain nombre d'unités et qu'il ne s'est pas assuré du fait qu'on ne l'arrêterait pas brutalement sur certains points de passage, vous voyez, dans l'itinéraire. Il a peut-être fait une manœuvre bien montée, j'allais dire, mieux que l'armée russe ne sait le montrer. Donc c'est pas impossible. On en parlait tout à l'heure, Judith, vous me posiez la question sur l'opération Kamikaze. Moi, je vous rejoins là-dessus. Je ne vois pas Prigojine, qui est un homme d'affaires, qui a l'esprit avant tout commercial, stratégique. Vous voyez, pour ce qui est quand même de sa propre vie et de celle de ses soutiens, mener comme ça une opération sans avoir au préalable, sans s'être assuré que certains commandants allaient le soutenir, voire des personnes plus haut placées dans le commandement ou dans l'entourage de Poutine. Je pense qu'il s'est assuré des soutiens en amont de l'opération. Merci beaucoup. On retrouve, je vous prends tout de suite après, Général Trinquant. On retrouve Julian Colling, notre correspondant à Moscou. Est-ce que que savez-vous justement de ce convoi des mercenaires russes de Wagner qui remonterait vers Moscou ? Quelle est son importance ? Est-ce que Prigojine lui-même fait partie de ce convoi ? Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, les informations sont extrêmement floues, pas recoupées. C'est beaucoup des vidéos qui circulent sur Telegram non sourcées ou difficiles à vérifier. Donc, malheureusement, je ne peux pas être plus précis et plus affirmatif pour l'instant pour vous. Effectivement, il semblerait, en tout cas, selon différents rapports quand même assez nombreux, qu'un convoi donc se dirigerait à vitesse assez haute en fait vers Moscou, visiblement, puisque ce convoi aurait déjà passé la région de Lipetsk, donc il y a déjà 1 heure environ. Donc c'est assez proche de Moscou, c'est environ à 400 km de Moscou. Et donc, visiblement, le but de ce convoi serait effectivement la capitale russe. Mais au niveau de la taille, pareil, on ne sait pas exactement quelle taille ferait ce convoi militaire. Et en ce qui concerne la présence de Prigojine au sein de ce convoi, personnellement, j'en doute quand même assez fortement, mais c'est possible. On a vu également des vidéos montrer ce qui serait visiblement une frappe d'un hélicoptère de l'armée russe régulière contre donc, ce convoi de Wagner, avec une frappe assez importante sur une
l'autoroute M4 en fait qui relie effectivement Rostov à Moscou. Et encore une fois, voilà, la situation est extrêmement floue et comme on le disait en plateau, eh bien c'est très très difficile de savoir réellement ce qui se joue actuellement, qui est derrière tout ça éventuellement. Est-ce que Prigojine joue tout seul sa carte personnelle pour ensuite négocier en position de force et tenter un coup de force, donc en s'en prenant avant tout donc au ministère de la Défense russe en fait et au leadership pour ensuite peut-être obtenir quelque chose de plus en contrepartie, une position parce que c'est vrai qu'effectivement comme le disait M. Trinquant, Prigojine s'est aussi un petit peu enfermé, on peut dire, dans son escalade verbale avec le ministère de la Défense progressivement. Et moi, je pense personnellement qu'il n'a pas forcément prévu la réaction de Vladimir Poutine hier. C'est-à-dire que hier, quand Prigojine sort sa vidéo pour dire qu'une base de Wagner dans le sud a été attaquée par l'armée régulière russe, bombardée, tout de suite, en fait, le Kremlin coupe court à tout ça et prend en position fermement contre ces déclarations de Prigojine et donc en faveur de l'armée russe mécaniquement. Et donc peut-être que Prigojine également, qui a une relation effectivement relativement trouble, mais tout de même les deux personnes se connaissent, les deux hommes se connaissent avec Vladimir Poutine. Peut-être qu'il s'attendait aussi à plus un peu d'attente, un peu de flottement comme ça, et Poutine en fait très vite a tranché entre guillemets. À nouveau ce matin, avec la déclaration qu'on a vue en début d'édition, des propos extrêmement fermes de Vladimir Poutine, même s'il ne nomme pas nommément Prigojine, il ne dit jamais son nom, mais on sait de qui il parle dans cette vidéo, les ambitions personnelles, comme il dit, d'acteurs privés. Donc il semblerait que l'État russe se soit un petit peu barricadé contre Prigojine. Et après, c'est difficile de savoir si Prigojine s'y attendait, si éventuellement aussi une autre théorie qui circule ici à Moscou, c'est de dire que c'est un coup d'État en fait par proxy, donc un coup d'État, une sorte de renversement de pouvoir. Prigojine serait appuyé par des acteurs importants au sein du système. On pense notamment à Nicolas Patrushev, peut-être d'autres gens de ce style, qui pourraient éventuellement être derrière tout ça et soutenir Prigojine, ce qui expliquerait que Prigojine, avec son convoi, a pu passer, par exemple, les frontières russes sans problème ce matin, puisqu'effectivement, il est arrivé à Rostov sans aucune difficulté. Mais il faut d'abord préciser que la frontière, en fait, il y a eu différents rapports qui disaient que le convoi a passé la frontière avec le Donbass sans aucune résistance. Et comme vous le disiez, tout le long de ce trajet, visiblement, de ce convoi de Wagner, il n'y a eu aucune résistance nulle part, quasiment, en tout cas pas de résistance massive. Et encore une fois, le rendez-vous qu'on voit à l'image actuellement de ce matin, c'est extrêmement curieux de voir qu'il n'y ait pas eu plus de résistance contre Prigojine. Donc c'est ce qui pourrait accréditer la thèse que peut-être Prigojine est soutenu en haut lieu par des acteurs politiques beaucoup plus puissants en fait que n'importe qui dont on a parlé jusqu'à présent. Mais après, c'est possible aussi que Prigojine se soit effectivement, comme vous le disiez aussi, se senti pousser des ailes et que ce succès un peu dans le Donbass lui est monté à la tête et joue tout seul sa carte pour aussi se sauver plus tard dans ce système. Donc c'est voilà, encore une fois une situation très très floue. Petite info pour finir, visiblement selon la journaliste russe très connectée et assez fiable Farida Rustamova, en fait, des habitants de Moscou ont commencé à recevoir des messages et des coups de fil de Wagner, visiblement. Des robots prenant la voix un peu, une voix comme ça robotique, auraient commencé à appeler les gens à rejoindre Wagner, en tout cas à rejoindre la rébellion. Et aussi, visiblement, alors selon différents médias indépendants assez sérieux russes, des avions connectés donc au Kremlin, alors peut-être celui de Poutine personnellement, en tout cas un avion qui est connecté à la flotte officielle russe de la présidence russe se serait envolé vers Saint-Pétersbourg. Pas encore confirmé non plus, mais c'est possible qu'effectivement les élites russes commencent à partir de Moscou et quittent la ville. Donc encore une fois, la situation est très très sérieuse, très très grave. Et Prigojine, si on pouvait penser qu'il bluffait jusqu'à hier, peut-être, il semblerait qu'effectivement il ne bluffe plus aujourd'hui et qu'on est vraiment face à une situation qui peut devenir très explosive et très sérieuse rapidement. Merci beaucoup Julian Colling, merci à vous pour toutes vos informations. Général Trinquant, vous vouliez réagir? Oui, simplement le président Poutine, lui, reconnaît même dans son discours qu'il y a des alliés de Prigojine, puisqu'il dit à un moment ceux qui se sont laissés embarquer dans cette affaire, etc., etc. Donc il reconnaît qu'il y a vraiment un complot, oui, que des gens sont passés du côté de Prigojine, et donc il les appelle à la raison. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que qu'est-ce que c'est que Wagner ? Oui, de quels moyens dispose Wagner ? Il y a deux choses. Dans la communication, ce sont quand même des champions de la communication, depuis le début de la guerre. Donc le fait qu'aujourd'hui, il y ait des robots wagnériens, j'allais dire, qui alimentent, qui envoient des messages et tout, c'est pas très surprenant. Ils savent très bien faire. Le deuxième point, c'est que Wagner, ce sont les soldats, enfin les mercenaires sous l'uniforme là, mais il y a aussi 35 000 soldats de Wagner qui ont été rendus à la vie civile, donc qui sont partout.
qui sont rentrés. D'ailleurs, un certain nombre de villages s'inquiétaient de voir les criminels revenir, parce que beaucoup, c'était des gens qui avaient été pris dans les prisons et qui ont été libérés après 6 mois de combat, et ceux qui sont rentrés vivants sont retenus. Donc ça veut dire que Wagner peut diffuser, à la fois par les médias propres à Wagner, et à la fois par les gens qui sont retournés dans leur village à droite et à gauche, peut diffuser dans la population russe. Alors, tout ceci est arrivé cette nuit, hein, donc ne nous emballons pas, il est tôt le matin, mais je veux dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui montrent que l'affaire est sérieuse. Le discours du président, les mesures prises, le fait qu'il y ait un certain nombre d'éléments de l'appareil qui soit plutôt du côté de Wagner. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a basculé, mais ça veut dire qu'il y a une déstabilisation réelle, il y a des failles réelles dans le système actuellement. Mais de quels moyens militaires dispose Wagner? Est-ce qu'ils ont des moyens aériens, des moyens de défense entière? Mais depuis, on voit les chars au passage. On n'a pas vu beaucoup de chars de Wagner à Bakhmout. Hein. C'était plutôt l'infanterie qui combattait. Mais ils ont des moyens qui leur ont été donnés depuis 1 an pour combattre. Alors, il y a les moyens financiers de Wagner qui sont au Mali, en Centrafrique. Au passage, je préviens nos amis africains, chefs d'État qui s'appuient sur Wagner, que si on paye bien Wagner, il peut basculer. Je leur ai dit déjà plusieurs fois, faites attention, c'est une garde prétorienne qui va chercher le pouvoir et l'argent. Et si quelqu'un les paye mieux que vous, monsieur le président, eh bien, vous verrez qu'il peut se retourner contre vous. Donc c'est clairement un message d'alerte que devraient entendre un certain nombre de pays africains qui ne se sont pas rendus compte du danger que représente pour un pouvoir Wagner et de dépendre d'un pouvoir comme Wagner. Mais sur le continent africain, justement, vous en parliez, Wagner est bien en tout cas, quand Sergueï Lavrov fait sa tournée et va au Mali ou même au Burkina Faso, il est bien en lien, enfin on voit qu'il y a toujours un lien, même si c'est pas officiel, entre Wagner et le pouvoir russe. Mais ça, c'est toujours le mensonge russe, du pouvoir russe, qui a toujours été comme ça. Moi, je me souviens très bien de la question posée à M. Poutine directement. Que pensez... Et Wagner ne connaît pas. Oui, ça, c'est la version officielle. Voilà. Mais, non, mais c'est comme ça. Et pourtant, on sait bien qu'il y a un lien. On félicite les Wagner lorsqu'il prend Bakhmout, etc., etc. Il y a un lien. Mais sauf qu'il a une autonomie bien plus grande, parce que financièrement, il est assez autonome. Les mines au Mali, les mines en Centrafrique, le pétrole en Libye ont approvisionné la caisse de Wagner, qui lui a permis au passage de payer les soldats qui lui sont redevables, parce qu'ils sont payés quand même beaucoup mieux que les soldats russes. Et sur le domaine de l'équipement, eh bien, il était approvisionné par l'armée russe. Alors directement, parfois, il criait après monsieur Shoigu parce qu'il recevait pas assez de munitions, mais parfois probablement en demandant à un général de verser l'armement qui était dans son stock contre monnaie sonnante et trébuchante. On a même vu des soldats recrutés dans l'armée russe qui étaient d'une certaine façon vendus à Wagner, qui signait un contrat avec Wagner contre un chèque. Donc voilà, il y a tout ce système très flou et qui montre que c'est un élément en soi déstabilisateur. Quel État pourrait admettre qu'on compte sur une milice pour remporter une victoire comme à Bakhmout et que l'armée n'est pas capable de remporter? On va tout de suite partir en Ukraine et je reviens avec vous, Général Trinquant et Elena Voloshin. On retrouve Gwendoline Debono, notre envoyée spéciale à Zaporijjia. Comment réagissent les soldats ukrainiens que vous avez pu rencontrer à cette crise russe actuelle ? Alors nous venons tout juste de nous entretenir avec un officier du renseignement militaire ukrainien. Alors il nous disait qu'au sein de son unité, personne n'avait dormi de la nuit, qu'ils avaient bien sûr suivi tous ces événements. Et il nous disait également que c'était quelque chose auquel il pouvait s'attendre, mais beaucoup plus loin dans les phases de la contre-offensive. Il nous disait on s'attendait à ce que les problèmes internes en Russie explosent, mais une fois que certains territoires auraient été mis en danger, c'est-à-dire pas tout de suite. Donc évidemment, eux suivent ça avec énormément d'attention. Toutefois, il reste tout à fait possible que ce qu'il se passe avec Wagner soit étranglé par le régime. En tout cas, une information qu'il nous donnait, c'est que eux, pour l'instant, en tout cas son unité qui est engagée dans la contre-offensive actuellement, ne bouge pas de ses positions et que leur plan, pour l'instant, malgré ce qui se passe, ne change pas pour cette unité du renseignement militaire ukrainien. Et pendant ce temps, où est-ce qu'on en est de la contre-offensive ukrainienne ?
Alors la contre-offensive ukrainienne, elle n'a pas changé, en tout cas avec ces événements. On ne voit pas pour l'instant par exemple de ligne de front qui s'effondre, on ne voit pas de soldats russes qui désertent. Et puis il faut rappeler que ces événements ne changent pas les faits. Les soldats russes pour l'instant tiennent toujours leur position, ils sont sur la défensive, les champs sont toujours minés. Donc on a une armée ukrainienne qui fait ce qu'elle fait depuis le lancement de la contre-offensive, là, qui reste extrêmement prudente, qui a repris certains territoires, mais qui n'est toujours pas dans la phase la plus active de la contre-offensive. Il faut rappeler que les nouvelles brigades qui ont été créées pour cette contre-offensive, qui ont été formées par les partenaires occidentaux, ne sont toujours pas déployées. Alors bien sûr que les nouveaux événements, c'est ce que nous disait un officier, vont sans doute obliger l'état-major à revoir les plans, à voir s'il n'y a pas de nouvelles faiblesses russes, mais tout cela prend du temps. Et pour l'instant, on sent un état-major ukrainien et des soldats ukrainiens toujours très concentrés sur leurs tâches, très déterminés, mais qui observent pour l'instant face à ce qui est en train de se passer en Russie. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. Elena Voloshin, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'on a mentionné un élément très important sur l'aspect chef de guerre mercenaire de Yevgeny Prigojine, parce que j'avançais l'hypothèse qu'il ne se serait pas embarqué dans une telle aventure, pour reprendre le terme de Vladimir Poutine, s'il ne s'était pas en amont assuré des soutiens. Mais comme Julian Colling le mentionnait, le scénario est peut-être et même assez probablement celui du fait que Prigojine a été employé pour faire ce qu'il fait. Et ce serait à ce moment-là cette fameuse scission au sein du pouvoir, au sein du régime de Vladimir Poutine, dont on parle en fait depuis assez longtemps, parce que très rapidement, dès le début de l'invasion à grande échelle ou de la tentative d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, après le retrait de Kiev même, on s'était rendu compte de cette scission dans l'opinion. Les partisans de la guerre totale et ceux qui sont contre l'opération spéciale, tout le monde était mécontent finalement de la situation, parce que économiquement c'est un désastre, parce que la Russie s'est engagée sur une voie sans retour, parce que nombreux étaient ceux qui pensaient finalement, y compris au sommet du pouvoir, qu'ils allaient perdre tous leurs privilèges, que le régime était voué à sa perte plus ou moins à long terme dans cette opération. Et donc il est absolument pas improbable que l'armée parallèle créée par Yevgeny Prigojine soit employé par quelqu'un qui veut renverser en fait Vladimir Poutine, c'est-à-dire tout simplement une révolution de palais, un coup d'État interne. Donc sa création est en train d'échapper aux créateurs. Ça, c'est ce que je dis depuis un certain temps, c'est qu'effectivement Yevgeny Prigojine et Wagner, c'est la créature qui échappe à son maître. Il faut aussi se rappeler que pendant très longtemps, Wagner n'existait pas, Yevgeny Prigojine était invisible, et en ce sens, je voudrais qu'on écoute on peut dire le propagandiste en chef en Russie, Vladimir Solovyov, qui est celui qui a fait sortir Wagner de l'ombre, qui a signé les premiers reportages, y compris sur le front avec eux sur Wagner, en les faisant passer du statut de tabou à celui de légende. Il disait les musiciens, ces légendaires combattants invincibles qu'on ne peut pas déloger d'aucun bâtiment assiégé, qui sont... il leur peignait un tableau de presque immortel. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui après le coup de force de Prigojine. Les gars, reprenez-vous. L'ennemi, il est là-bas, en Ukraine. C'est à l'ukronazisme qu'il faut faire la guerre. Arrêtez-vous tant qu'il n'est pas trop tard. Il ne faudrait pas perdre notre pays. Il n'y a rien de pire que la guerre civile. Voilà donc Vladimir Solovyov qui aujourd'hui appelle Yevgeny Prigojine en quelque sorte à la raison, et c'est ça qu'il va être intéressant d'observer, c'est quelles vont être les allégeances ou les défections au sein de ces mêmes piliers du régime russe, parce que le régime russe ne tient pas qu'à Vladimir Poutine ni seulement aux services secrets qui contrôlent tout, mais peut-être pas tant à ce jour. Ça tient à tous ces gouverneurs, propagandistes, et c'est eux que Yevgeny Prigojine cherche à rallier aussi aujourd'hui. Et donc, Julian Colling, vous êtes toujours en direct de Moscou avec nous. Quels sont les rapports justement de Vladimir Poutine avec l'état-major russe? Quel est le degré de coopération? Excusez-moi, vous pouvez juste répéter la fin de la question? Je voulais savoir quel est le degré de coopération entre l'état-major russe et Vladimir Poutine. Quels sont leurs rapports? C'est difficile à dire également. C'est-à-dire que traditionnellement, la pensée en Russie, c'est que l'armée russe, en tout cas le leadership de l'armée russe est loyal à Poutine, comme tous les services de sécurité également russes, qui sont très nombreux. Et il y a toute
millefeuille comme ça de services également, de staff et de différents corps également de l'armée russe en Russie. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement aussi difficile à cerner, à comprendre en général. Mais de manière générale, si on veut parler bien sûr du top niveau du ministère de la Défense russe, c'est des gens qui sont fidèles à Poutine, bien sûr, puisque Sergei Shoigu, par exemple, c'est un ami de Poutine personnel. C'est un peu Poutine également qui l'a fait, qui l'a mis à cette place-là et qui l'a toujours consolidé, entre guillemets, qui a rassuré sa position encore récemment. On a vu que Shoigu a commencé à apparaître de plus en plus aussi en public ces derniers jours, dernières semaines. Gerasimov également est quelqu'un d'assez loyal à Poutine. Après, au sein vraiment des unités sur des gens qu'on connaît moins, c'est pas du tout dit parce que effectivement. On sait que, et d'ailleurs Prigojine a également joué là-dessus, on sait qu'il y a pas mal de divisions en interne au sein du ministère de la Défense russe, entre donc les gens qui sont réellement sur le terrain en fait, donc effectivement le GRU, le renseignement militaire, des gens également comme Mizinsiev, le fameux général qui vient de la Défense russe et qui a rejoint Wagner pour entre guillemets piloter Wagner au niveau opérationnel, qui est un ancien également du GRU, qui est également celui qui a beaucoup participé à la destruction de Mariupol au passage, et donc effectivement il y a des liens assez forts également entre ces personnes-là et Wagner, et donc à quel point ces gens-là sont fidèles à Poutine lui-même et à Shoigu. Shoigu, qui, rappelons-le, est quelqu'un qui ne s'est jamais battu sur le terrain, qui n'est pas un militaire de carrière, ce qui est également extrêmement critiqué par les blogueurs militaires russes et par les gens sur le terrain en Russie. C'est pas du tout dit qu'effectivement ces gens-là soient d'une allégeance totale avec le pouvoir politique russe et le ministère de la Défense. Donc, encore une fois, comme c'était dit en plateau, c'est pas du tout exclu qu'effectivement ces gens-là puissent rejoindre, entre guillemets, peut-être pas tous, mais une partie puisse également rejoindre ce convoi wagnerien et un petit peu donc ce coup d'État entre guillemets qui semble en tout cas se dérouler. Donc c'est difficile à dire, mais pour rebondir également à ce que disait Elena, c'est vrai que il y a 3 théories qui circulent entre guillemets un petit peu en ce moment en fait en Russie, et comme souvent en Russie c'est difficile un peu de délimiter, de voir quelle théorie pourrait être la plus crédible. Mais la première, c'est que effectivement Prigojine joue sa carte sur son bateau personnel jusqu'au bout après avoir été un petit peu comme ça séché par Vladimir Poutine hier et ce matin, et tente le tout pour essayer de survivre. Donc c'est-à-dire que voilà, dans le système russe, on sait que les gens peuvent vite tomber et chuter assez rapidement de leur piédestal. Et donc peut-être que Prigojine également se sent menacé par la suite par son escalade verbale et se dit que la seule façon de survivre, et en tout cas de garder une place dans ce système, et même pour sa sécurité personnelle, c'est d'aller jusqu'au bout et de tenter de forcer des négociations avec lui au plus haut niveau de l'État. La seconde, bien sûr, c'est qu'effectivement, on disait peut-être qu'il est soutenu aussi en interne par des gens qui chercheraient également à changer en tout cas de président, ou un petit peu à changer des choses comme ça au sommet de l'État, des gens qui seraient mécontents de l'opération militaire en Ukraine, de l'invasion de l'Ukraine et également du déroulement des opérations. Voilà, donc c'est difficile encore de délimiter ce qui est le plus crédible, mais tous les scénarios sont possibles. Et un dernier mot pour parler aussi de Poutine personnellement, c'est quand même quelqu'un qui est très très protégé. C'est difficile de dire que Poutine est menacé réellement pour l'instant, puisque rappelons-le, il a une garde prétorienne quand même de 50 000 hommes qui sont donc des membres du FSO, donc vraiment on va dire le service de sécurité présidentielle, qui sont très très bien payés, très loyaux en général. Le FSB également, c'est des gens qui sont bien payés, qui ont une belle carrière et qui n'ont pas spécialement non plus intérêt à ce qu'il y ait autant de chaos dans le pays, et donc ils sont plutôt loyaux à Poutine également pour l'instant. Et c'est pas du tout dit que ces gens-là en fait se retournent contre lui. Donc on est encore loin, si vous voulez, quand même, on est encore assez loin d'un réel coup d'État militaire contre Poutine personnellement. Merci beaucoup, Julien Colling, pour vos informations précieuses depuis Moscou. Merci à vous. Et puis, on vient de l'apprendre, le président russe Vladimir Poutine vient de s'entretenir également avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'était entretenu auparavant avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Un putsch, en tout cas une tentative de putsch, général Trinquant, il faut l'écarter, on le sait historiquement, le plus rapidement possible, et pas faire plus ça dure, plus ça va être compliqué et dur pour Vladimir Poutine en tout cas. Oui, mais je pense que, pour revenir sur les différentes hypothèses, la déstabilisation interne, le fait que Wagner Prigojine n'arrête pas de dire, en fait, le président Poutine a été trompé. On l'a emmené dans une affaire en lui expliquant des plans, des choses qui ne fonctionnaient pas. Premier point. Deuxième point, qu'au cours de la guerre, les deux, que ce soit Shoigu ou Gerasimov, n'ont pas rempli leur rôle. Au passage, se souvenir que lorsque Surovikin a été remplacé pour le combat en Ukraine par Gerasimov, c'était une façon de mettre un verrou de plus, mais en même temps un fusible de plus. Parce que si Gerasimov sautait, parce que
D'où l'importance de Rostov, hein, parce que c'est le PC qui commande le Sud là-bas. Si tout ceci sautait, ça permettrait de réorganiser le système et d'une certaine façon pour Poutine, protégé par son premier cercle, on en parlait tout à l'heure, des forces qu'il protège réellement, qui lui sont fidèles autour de lui, ça permettrait de dire, vous voyez, c'est moi qui vais stabiliser le système, je change Gerasimov, voire je change Shoigu, je mets d'autres à la place, et à ce moment-là, le putsch n'ayant pas abouti, si vous voulez, tous les gens des armées, je ne parle pas de Prigojine, mais des autres, pourraient dire nous sommes satisfaits puisqu'on a pris en compte les critiques que nous mettions en œuvre. Vous voyez ? Donc, on est en train de parler à quelques heures du début de cette opération. Voyons dans les heures qui viennent comment tout ceci va évoluer. Mais moi, je pense que soit il y a une déstabilisation, parce que ça arrive toujours comme ça. Faut rappeler simplement que dans le discours du président Poutine, il parle du coup de poignard dans le dos, qui est exactement l'expression utilisée par les Allemands en 1918 pour dire qu'ils ont été contraints d'accepter les accords de Versailles. Et c'est ce qui a permis à Hitler de revenir après en disant, vous voyez bien, nous n'avions pas perdu, c'est un coup de poignard dans le dos qui nous a été donné. Donc on va voir ce qui va se passer. Et il n'est pas impossible que Poutine arrive à s'en tirer en disant « je suis le seul recours possible pour la stabilité de la Russie ». Elena Voloshin, on va revenir avec vous, mais retour d'abord sur l'histoire du groupe paramilitaire privé Wagner avec Bilal Tarabey. Il porte le nom du compositeur préféré d'Hitler. Fondé et dirigé par Evgeny Prigojine, le groupe paramilitaire russe Wagner joue aujourd'hui un rôle important dans la guerre en Ukraine, loin de son terrain de chasse favori qu'est l'Afrique. Soudan, Libye, Tchad, Guinée ou encore Madagascar. Selon le Centre pour les études stratégiques internationales, ces mercenaires sont aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays du continent. Le modèle africain de Wagner est désormais bien connu. C'est la prédation des ressources locales en échange de ses services, comme en Centrafrique et au Mali, où le groupe a fait main basse sur les mines d'or du pays. À la clé, une immense manne financière inchiffrable, mais indispensable pour financer ses opérations en Ukraine et bien payer ses hommes. Également présents en Syrie et au Venezuela, les mercenaires de Wagner sont accusés dans plusieurs pays africains de viol et de torture. Depuis plusieurs mois, le groupe est monté en puissance en Ukraine, tout comme son chef Evgeny Prigojine, très agacé par l'état-major de l'armée russe, pas à la hauteur selon lui. Prigojine le sait, il perd chaque jour beaucoup d'hommes, notamment à Bakhmout, où les combats font rage depuis des mois avec l'armée ukrainienne. Impossible de connaître les effectifs de Wagner, car des dizaines de milliers de détenus ont été recrutés en prison, et autant d'hommes, selon les dires de son chef, sont morts sur le champ de bataille. Les cimetières qui leur sont dédiés comme celui-ci sont en tout cas de plus en plus vastes. Le groupe Wagner, Vladimir Poutine en a longtemps nié l'existence et réfute encore aujourd'hui tout lien avec lui. En novembre dernier, le groupe sort définitivement de l'ombre et inaugure cet imposant bâtiment en plein cœur de Saint-Pétersbourg, ville où Prigojine et Poutine se sont connus. Il abrite une autre activité de Wagner, sa propagande au service du Kremlin, une usine à trolls qui emploie des milliers de soldats numériques, la seconde armée d'Evgeny Prigojine. Récit de Florent Rodeau. Une conclusion générale, Elena Voloshin? Oui, je pense que c'est important de mentionner une fois de plus qu'on est dans le temps réel, que la situation va évoluer très rapidement puisque Julien le mentionnait, ils seraient à peine à 400 km de Moscou. La situation est très grave, on est sur une voie sans issue, donc il pourrait y avoir un basculement de régime dans les prochaines heures. Si on procède par élimination, Prigojine a fustigé hier le FSB dans l'une de ses vidéos, donc probablement ce ne sont pas les services secrets russes qui vont se mettre de son côté. Maintenant, tout va
va être sur cette question des allégeances, de la fissure, de quel côté va pencher la balance. Vladimir Poutine a pris position, il veut maintenir l'état de fait, le statu quo, il a déclaré que Yevgeny Prigojine était un terroriste. Donc maintenant, on part sur une confrontation armée, un scénario de force et la grande question de savoir quel soutien militaire Yevgeny Prigojine va pouvoir avoir dans les prochaines heures. Merci beaucoup Elena Voloshin, merci pour votre analyse, merci beaucoup Général Trinquant d'être venu sur France 24 et merci à notre envoyé spécial à Zaporijjia en Ukraine et à notre correspondant à Moscou. Fin de cette édition spéciale, l'information continue sur France 24. Merci à vous tous.